Dans chaque capitale, il faut que vous fassiez le siège de tous les ministres de l'agriculture pour que quand ils négocieront au Conseil, ils le fassent sous la pression des citoyens, sous la pression des paysans et de tous ceux qui veulent qu'il y ait des paysans nombreux dans une Europe solidaire. Depuis septembre 2012, des citoyens de toute l'Europe se bougent pour une autre PAC, politique agricole commune. Cette politique, mise en place par l'Union européenne, oriente les pratiques agricoles de notre continent. Elle a été créée 12 années après la Deuxième Guerre mondiale pour assurer la sécurité alimentaire de l'Europe. Dès ses débuts, la PAC a favorisé l'agro-industrie. 50 ans après, quels sont les nouveaux défis ? La PAC, c'est la politique qu'on veut mettre en place concernant l'agriculture, c'est-à-dire l'alimentation. L'alimentation, c'est la base de la santé. En Dordogne, c'est un département hyper touristique. Le jour où il y a 20 exploitations d'agro-managers en Dordogne, les paysages ne seront plus les mêmes. C'est aussi un secteur qui crée des emplois si on fait une bonne politique, c'est-à-dire une politique qui s'adresse aux agriculteurs et aux paysans et non pas à l'agro-industrie. Je souhaite vraiment que les agriculteurs se mettent au bio et qui ne mettent plus les engrais chimiques parce que déjà d'une, c'est pas bon pour la planète. La PAC aujourd'hui représente 55 milliards d'euros, soit 40% du budget de l'Europe, financé par les contribuables européens. Elle oriente l'agriculture via des subventions et réglementations qui favorisent telle ou telle pratique agricole. La PAC jusqu'à maintenant favorise la surface. Plus on a de surface, plus on gagne ce jeu. Oui. Ce jackpot. Oui, et c'est illimité. Oui, 20% des agriculteurs touchent 80%. C'est vraiment scandaleux quand on sait par exemple que les petits éleveurs ont très peu de choses et les maraîchers, alors c'est vraiment rien du tout. Ils sont rien du tout, oui. Ce choix délibéré de favoriser les grandes exploitations au détriment des petites est une catastrophe pour l'emploi. On élimine toujours beaucoup de paysans, en moyenne 3% par an. Ça veut dire que ça fait beaucoup d'usines Peugeot qui ferment, c'est beaucoup d'usines, parfois on s'inquiète parce qu'il y a une biscuiterie de 200 ou 300 salariés qui disparaît et c'est dramatique. Et là, chaque année, c'est beaucoup plus au niveau du monde paysan qui disparaissent, de par des choix politiques. Entre 2000 et 2010, 30% des exploitations françaises ont disparu. La première lutte, c'est de faire en sorte que les fermes restent à taille humaine, dimension familiale, pour qu'il y ait de l'emploi dessus. Après, ce qu'on mesure aussi, c'est que pour qu'on mette bien en valeur les terres, ça impose des dimensions de ferme qui ne soient pas trop grosses. Plus c'est gros, plus on va être tenté de mécaniser, d'arracher la haie du champ pour qu'il soit plus grand pour aller plus vite. On va corriger les défauts qu'on va engendrer d'un point de vue agronomique par les produits phytosanitaires, les engrais. Donc on voit bien que si on veut avoir une agriculture paysanne qui est pourvoyeuse d'emplois, qui respecte l'environnement, il faut réussir à avoir une maîtrise du foncier et rester sur des structures qui soient à taille humaine. Cette politique agricole-là ne permet pas non plus jusqu'à aujourd'hui une réorientation des pratiques agricoles.
Et ça aussi c'est essentiel parce que derrière c'est l'environnement, c'est l'alimentation qui est en jeu et c'est des enjeux de société, hein. Les enjeux énergétiques, c'est les enjeux réchauffement climatique, c'est tous ces enjeux-là qui sont derrière la réforme de la PAC qui est en cours. Bon, le problème c'est que c'est sans doute pas très bien engagé, hein. Voilà pourquoi un changement de PAC est nécessaire. Pour l'emploi, pour l'environnement, pour les citoyens. De toute façon, on sait qu'à moyen ou à long terme, on ne pourra pas continuer de cette façon-là. Et à un moment donné, il faudra que la PAC soit utile. D'accord. Et qu'elle ne peut pas être utile uniquement aux céréaliers pour acheter des terres en Roumanie, quoi. Il faut que l'argent public soit d'intérêt public et utilisé de façon pour l'intérêt général, quoi. En Angleterre, c'est le prince Charles qui a la plus grosse part, qui touche la plus grosse part de la PAC. Est-ce que c'est vraiment le prince Charles qui a besoin d'être aidé? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt aider des jeunes nouveaux qui arrivent pour s'installer que des anciens comme ça qui ont déjà une fortune personnelle assez conséquente, on va dire? De graves dérives ont vu le jour ces dernières années, qui donnent un visage effrayant à l'agriculture de demain. On est devant chez Ramery, donc une très grosse entreprise du bâtiment travaux publics du Nord Pas-de-Calais. Ils ont un projet d'installer une ferme qui fait beaucoup de bruit dans la Somme, du côté d'Abbeville, de 1000 vaches laitières, plus la suite, ça ferait 1750 animaux grosso modo sur un même site pour produire du lait et méthaniser le lisier des vaches pour faire de l'électricité. Donc lui, il veut récupérer des quotas, du droit à produire, pour produire de manière industrielle. C'est sa première manif? Non, c'est la deuxième. On manifeste contre ce projet Ramery. On s'inscrit dans un mouvement qui est un mouvement européen qui doit permettre de changer cette politique agricole. La PAC, jusqu'à présent, elle a quand même largement favorisé une agriculture industrielle. Pourquoi est-ce que tu es là? Pour défendre un peu la cause animale et pour la nourriture qu'on va avoir pour notre avenir, quoi. Manger sainement et pas avoir de la bouffe de merde, quoi, en gros. Et cet exemple est loin d'être un cas isolé. Une porcherie de 4500 porcs qui va sans aucun doute se multiplier par 2, donc on va arriver à 15-16 000 ou 20 000 peut-être. Et nous on se bat contre ça va polluer toutes les nappes phréatiques, on est vraiment pratiquement le château d'eau de toute la région. On se retrouve complètement perdu face à ce projet qui est insensé pour nous. La PAC, à mon avis, favorise ce genre d'industrie un peu démesurée au détriment des petites structures. Et la complaisance des autorités européennes envers l'agro-industrie atteint parfois un niveau intolérable. Vous savez qu'un certain nombre de députés européens cherchent aujourd'hui à les visiter, c'est un autre domaine, mais c'est proche. Les usines qui fabriquent les farines animales, c'est impossible, c'est fermé. Et hier, nous avons interpellé Madame Testori, qui est la directrice de la DG Sanco, au Parlement européen pour lui demander qu'elle fasse ouvrir les entreprises pour qu'on puisse aller les visiter. C'est pas possible, elle ne veut pas le faire. Les eurodéputés élus par le peuple d'Europe n'ont donc même pas accès aux usines qui fabriquent les farines animales pourtant tellement décriées. Et la démocratie européenne est mise à mal par des groupes de pression dont les attentes s'opposent à celles des électeurs. De plus en plus, les lobbies sont des lobbies financiers, économiques, des gens qui ont des intérêts très personnels, les multinationales, de la distribution, de la transformation, la grande surface, je l'ai dit, mais également la production, les systèmes alimentaires, agroalimentaires, tout l'agroalimentaire, l'agrochimie. Tous ces gens-là ont des intérêts pour que la politique agricole continue dans son industrialisation. Donc voilà, c'est contraire à l'économie d'ailleurs, puisqu'on voit bien aujourd'hui les territoires meurent petit à petit, et c'est pour ça qu'il faut relancer une autre politique agricole. Oui. Vous savez, on en voit des lobbies. Ils sont nombreux, ils sont puissants, ils ne sont pas forcément économiques du reste, mais ils ont des moyens considérables, des permanents qui sont là tous les jours, qui rentrent dans le bureau quasiment sans frapper. Oui, il vaut mieux que ce soit les citoyens qui s'emparent du pouvoir, c'est sûr. Et les lobbies profitent de la méconnaissance du monde agricole par les élus. Il est essentiel que les agriculteurs, et au-delà des agriculteurs, les consommateurs, rencontrent l'ensemble des députés pour expliquer des questions
quelquefois techniques particulières, parce qu'on ne peut pas savoir, nous, les implications quelquefois d'une petite décision technique dans un règlement. Nous, ce qu'on veut, c'est une campagne accueillante. On veut que les terres sortent du marché spéculatif pour installer les jeunes. On veut une PAC qui préserve des campagnes vivantes. Je veux une PAC qui respecte l'ensemble des producteurs. Alors ce que l'on souhaite pour cette nouvelle PAC, c'est qu'elle prenne en compte des structures moindres, en superficie, en grandeur, et surtout qu'elle prenne en compte l'homme. Un des moyens pour limiter la taille des exploitations et maintenir un nombre important de paysans serait de plafonner les aides attribuées à chaque ferme afin que les subventions ne se concentrent plus entre les mains de quelques agri-managers, mais soient reversées équitablement à plusieurs exploitants. Si on est capable aujourd'hui de plafonner les aides, ça permet au niveau de l'Europe de récupérer plus de 5 milliards d'euros à redistribuer. Ça permet donc de financer soit les petites fermes, soit de renforcer le soutien à ceux qui se convertissent vers l'agriculture biologique, soutenir le développement rural, soutenir par exemple des abattoirs de proximité qui permettent aux éleveurs de pouvoir transformer, etc., etc. Il existe une attente forte de la part des Européens en matière d'environnement, et ce que l'on appelle le verdissement de la PAC est une des voies pour répondre à cette attente. Il s'agit entre autres de préserver sur les terres agricoles des bandes enherbées, des haies, de limiter les pesticides et de maintenir la biodiversité grâce notamment à certaines mesures simples. Une des pratiques les plus efficaces, c'est la rotation des cultures. C'est de sortir du tout intensif et d'avoir une seule et même semence qui occupe un sol jusqu'à le réduire à une pauvreté absolue qui va du coup nécessiter l'usage de pesticides, d'utiliser des semences plus résistantes, voire on en arrive à justifier l'utilisation des organismes génétiquement modifiés parce que les sols sont morts. La biodiversité recule, qu'elle soit cultivée ou naturelle, elle recule. Donc il faut effectivement mettre en place des mesures claires. Et c'était la raison du greening, c'était la raison de prendre des mesures concrètes. Mais il y a une autre raison aussi, qui était aussi une raison économique, qui pourrait être entendue par d'autres députés qui n'ont peut-être pas les mêmes convictions écologiques, qui est la question financière. Aujourd'hui, les importations de soja coûtent énormément d'argent à l'Europe et fait que l'Union européenne est en déficit de balance commerciale agricole à cause des importations de soja. Produire pour l'export et s'aligner sur les marchés mondiaux qui sont catastrophiques pour les producteurs d'ici comme d'ailleurs. Eh bien sûr, et locaux ici et ailleurs. Oui, c'est ça dont je parle. Eh bien, qu'ils reconquièrent leur propre marché ici. Par exemple, on le fait au niveau des AMAP, au niveau des circuits courts et tout ça c'est une partie. Mais plus globalement, pour l'ensemble de la population, il faut réfléchir à reconquérir nos marchés de proximité. Mais ça aussi, c'est un choix politique. La relocalisation, c'est un choix politique. Ça ne tombera pas du ciel, ça ne viendra pas mécaniquement de je ne sais quel, comme eux, ils disent avec leur marché, le reste, non. Voici donc 3 idées fortes. La limitation des aides par exploitation, le verdissement de la PAC et l'indépendance alimentaire de l'Europe. Ces idées sont défendues par un vaste collectif de citoyens venus de toute l'Europe. En septembre 2012, les marcheurs de la Good Food March ont terminé leur périple à Bruxelles. En janvier 2013, plus de 30 000 paysans et consommateurs ont défilé dans les rues de Berlin contre l'agro-industrie. Et en mars 2013, c'est face au Parlement européen à Strasbourg qu'ils se sont exprimés. Prochaine étape, Paris. Rendez-vous les 31 mai et 1er juin, place Stalingrad.